Mais c'est vrai que forcément, moi, mon premier réflexe a été de me dire il faut que je sois le moins cher. C'est comme ça que je vais attirer des clients. Le problème, c'était pas moi, c'était pas ma façon de travailler ou ma façon de guider mon business, c'était que ma cible était différente. Si tu veux upgrader ta marque dans le high-end ou le luxury, il y a un moment ou un autre où forcément l'anglais va rentrer en ligne de compte. Je pense que tu as cerné un petit peu le personnage, pas trop la langue de bois. Donc on sait généralement très vite ce que je pense et on gagne du temps à éviter de... Je suis pas là pour... je veux pas froisser ton ego, mais tu comprends que non. C'est bon, on n'a pas que ça à faire, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, de changer ce qui peut l'être et de savoir la sagesse de connaître la différence entre les deux. Tu sais, dans ta tête, quand t'as l'impression de devoir ramer et de porter les gens sur tes épaules. Bienvenue dans Success, le podcast qui décrypte le succès des entrepreneurs d'aujourd'hui. Je suis Fanny L'Esprit, coach, formatrice, conférencière et entrepreneur depuis 4 ans. J'accompagne les solopreneurs dans leur développement grâce à des méthodes simples et impactantes autour de la communication orale, de l'acquisition de prospects et de la vente. Chaque semaine, mes invités décryptent leur succès pour vous aider à développer le vôtre. Retrouvez-moi sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn sous le nom de Fanny L'Esprit. Bienvenue dans Success. Hello Madi. Hello. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très très bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans les studios du podcast, Dubaï Podcast Studio. On est en présentiel. Je suis vraiment contente de t'avoir. Si jamais vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute, sachez qu'on est en présentiel. Donc vous pouvez nous voir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Fanny L'Esprit. J'ai une petite description de toi générée par ChatGPT. Oh, j'ai jamais fait cet exercice. Voilà. Ça m'intéresse. Et en fait, en ce moment, je commence mes podcasts comme ça, mes épisodes comme ça. Donc, je vais te lire la description et tu vas me dire s'il a juste, s'il a faux, si à côté de la plaque, ou si je me suis trompée de personne, mais je pense pas. Oui, c'est possible. T'es prête ? Allons-y. Alors, Coco Spark est la méthode signature créée par Madi Christina, entrepreneur, photographe et mentor basée à Dubaï et sur la Côte d'Azur. Elle s'est construite une vraie expertise dans l'élévation de marque et l'attraction de clients haut de gamme. Après avoir elle-même fait le parcours de travailler à petit prix jusqu'à multiplier ses tarifs par 100 et collaborer avec une clientèle internationale exigeante. La Coco Spark Méthode, c'est un programme stratégique pensé pour les entrepreneurs qui veulent affiner leur positionnement premium, attirer des clients à fort budget, créer une expérience de marque qui fait vivre un vrai luxe et passer d'un modèle prix-quantité à un modèle qualité-valeur-désir. Ce n'est pas juste une formation technique, c'est une véritable transformation de posture où Madi aide les entrepreneurs à shifter leur mindset, structurer leurs offres et communiquer de façon à incarner le niveau qu'ils visent. L'approche repose autant sur le psychologique que le stratégique. Comment toucher les clients émotionnellement, bâtir une expérience mémorable et faire que l'offre se vende presque d'elle-même. Bienvenue dans Success. Ah, tu m'as tuée. Écoute, c'est ChatGPT, donc ce n'est pas moi. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît Bien sûr. Script. C'est incroyable, d'accord ? Bah écoute, ça fait plaisir. Qu'en penses-tu ? Je l'aurais pas mieux dit. Je suis vraiment ravie de cette description et elle est bien plus puissante que ce que je n'arriverais à dire avec mes propres mots, je pense. Sachant que toi, tu fais toute ta com en anglais. Oui. Donc là, tu l'entends en français en plus avec Ouais. la traduction. Donc je trouve ça assez juste, assez proche de ce que tu fais dans ta com aussi en anglais. Est-ce que tu peux compléter ce que dit ChatGPT ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Retrace-nous un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui ? Déjà, avant tout, un énorme merci pour m'accueillir ici. C'est un grand plaisir. Je suis quelqu'un qui adore partager, que ce soit de mon expérience, de l'expérience des autres, d'apprendre des autres. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma vie et dans mon métier, bien sûr, mais surtout en tant que personne. Donc, merci de cette opportunité. Et pour ce qui me concerne, moi, je suis née à côté de la frontière allemande. Voilà. Et j'ai travaillé en tant que plein de choses, entre autres monitrice auto-école, etc. Bref, je me suis lancée en tant que photographe il y a 13 ans et j'habitais dans un endroit relativement modeste, on va dire, où culturellement, le prix était quelque chose qui faisait vraiment partie des critères importants quand on fait son choix en règle générale pour absolument tout dans sa vie, mais aussi pour son photographe, pour son mariage ou photographe en règle générale. Il y a 13 ans de ça, le marché était extrêmement différent, donc ça, c'est tout un autre débat, on va dire. Mais c'est vrai que forcément, moi, mon premier réflexe a été de me dire il faut que je sois le moins cher. C'est comme ça que je vais attirer des clients. Et ça a très bien fonctionné, puisqu'effectivement, on était sur un marché où le prix avait son importance. Je fournissais un travail relativement de qualité pour une débutante à l'époque.
Donc tout matcher pour que ça fonctionne. Donc ça a très bien fonctionné, ça a cartonné, on a très vite commencé à bouger un petit peu, aller plus vers le centre-ville, avoir des locaux plus grands, développer la marque, avoir une équipe, etc. Donc c'était super chouette. Sauf que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce mot magique qu'on dit scalable, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvée au pied du mur en disant je suis au maximum de ce que les gens sur le secteur sont prêts à dépenser, et en même temps, je vends mon temps d'une certaine façon, 1 heure de séance ou des choses comme ça. Donc je peux pas me dupliquer à l'infini et avoir 3 équipes qui tournent par mariage, par week-end. On se transforme en usine. C'est pas du tout ce que je veux. Je veux garder un lien très proche avec mes clients, etc. Donc j'ai assez rapidement, pas forcément rapidement, mais malheureusement, mais compris en parallèle de nombreux workshops, mentoring que j'ai pu faire, que le problème, c'était pas moi, c'était pas ma façon de travailler ou ma façon de guider mon business, c'était que ma cible était différente. Si je voulais commencer à monter plus dans mes tarifs, à avoir des images différentes, etc., on rêve tous de ces mariages sur la Côte d'Azur avec des paysages incroyables. Je me suis dit, OK, tu sais quoi ? C'est parti, on y va. J'ai tout lâché. Je suis partie sur la Côte d'Azur. On m'a dit que j'étais complètement folle. J'avais un business qui tournait du feu de Dieu au Luxembourg, donc il n'y avait pas de raison. Je me suis dit, c'est pas grave, on y va. J'ai envie d'autre chose. En parallèle, j'ai bougé sur Dubaï parce que les saisons des mariages sont inversées. Et je me suis retrouvée avec la possibilité d'avoir une clientèle quand même qui avait plus de budget et pour qui c'était plus important les photos de mariage. Principalement des Américains qui viennent se marier, entre autres, sur la Côte d'Azur. Covid arrive. Et ça a été, pour plein de gens, quelque chose d'horrible. Pour moi, une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie, qui m'a permis, pendant tout ce temps-là où tout le marché du mariage était complètement à zéro, pendant 1 an, 2 ans, de comprendre le marché, en fait, des Américains, des Russes, des Anglais qui se mariaient, entre autres, sur la Côte d'Azur, comprendre le potentiel du marché, rencontrer des gens du secteur et comprendre la flexibilité que je pouvais avoir avec mes tarifs. Et c'est vraiment là où je me suis dit, OK, là, il y a vraiment un truc à jouer. Profite d'avoir ce Covid pour ne pas avoir de prix qui vont te plafonner. Et j'ai tout de suite fait un énorme jump sur mes tarifs, puisque personne ne me connaissait. Donc, c'est pas comme si j'avais déjà une réputation avec des tarifs autour de temps. Je pouvais directement choisir où j'allais mettre le curseur, une fois que les choses revenaient à la normale, on va dire. Et ça a commencé vraiment comme ça, à me retrouver à avoir une chance, alors j'aime pas le mot chance, mais l'opportunité plutôt de travailler sur des mariages incroyables et de tourner sur ce monde du luxe, de comprendre comment le marché fonctionnait et très vite de me rendre compte que des choses qui étaient applicables à mon milieu étaient duplicables en fait à tous les business et tous les entrepreneurs. Donc c'est comme ça que ça a commencé un petit peu. J'avais beaucoup de gens qui me demandaient de l'aide, justement des petits conseils, etc. Et puis arrivant proche de la quarantaine, tu te dis bon, c'est bien beau les mariages, mais moi je ne me vois pas encore pendant 10 ans à porter 20 kilos de matériel sur les épaules, à courir pendant 4 jours, etc. Il faut penser un petit peu à l'avenir. Et c'est là que les choses se sont bien alignées, on va dire, et qu'on a lancé Coco Spark il y a maintenant 1 an, un tout petit peu plus d'1 an. Donc c'est un bébé, mais ça a fait boum, et on n'a pas compris ce qui se passait. On s'est fait un petit peu surprendre. Et c'est une aventure incroyable, épuisante. On parlait de burn-out et d'extrême fatigue. Je m'y attendais pas, mais j'ai appris énormément et je sais que le meilleur reste à venir. Donc c'est que du bonheur pour le moment. Ok, waouh, merci pour tout ça. Et c'est parfait. Non, mais c'est très bien. Le package. Par contre, c'est marrant, tu dis, je me suis lancée tout de suite en tant que photographe, ou tu as eu des métiers avant, tu as déjà été salariée ou Oui, j'ai été salariée, j'étais monitrice auto-école, ah, oui, c'est ça. Assistante vétérinaire, j'étais secrétaire de direction, moi j'ai eu 10 vies. Oui, parce que c'est pas forcément facile aussi. Je sais pas de quel milieu tu viens, par exemple, mais de se dire, même juste photographe, de se lancer en tant que freelance à son compte, c'est pas forcément non plus hyper facile de se dire, je vais trouver des clients, je vais faire des mariages, etc. Et maintenant, en plus d'avoir après une renommée en tant que photographe dans les mariages, je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Est-ce que on t'a inculqué, en tout cas, l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est toi-même qui as voulu quel est ton why un peu plus profond, on va dire, sur j'avais envie de me lancer, être à mon compte, être libre et faire des choses waouh, incroyables ou vues, quoi. Enfin, Je pense que, il y a 13 ans, le marché était différent. Aujourd'hui, tu secoues un arbre, des photographes, il y en a 10 qui tombent. C'est ultra concurrentiel. Instagram a été le meilleur et le pire, en fait, de ce qui pouvait arriver à la photographie de mariage, entre autres, l'industrie de la photo. Ça permet aujourd'hui d'être booké par des clients à l'autre bout du monde parce qu'ils aiment ton style et ils t'ont vu sur Instagram, donc c'est incroyable. À côté de ça, tout le monde aujourd'hui peut être photographe. D'une certaine façon, si tu as un peu un œil, etc. Et si tu n'as pas un œil, tu peux l'éduquer parce que tu vois du contenu au quotidien. Donc, le marché était très différent il y a 13 ans de ça, c'est certain. Moi, ce qui s'est passé très rapidement dans ma vie, mon papa était photographe, mais amateur, passionné, amateur. Il m'a un petit peu inculqué ça. Moi, j'ai commencé plus dans la vidéo. Donc, je faisais des petits films, des courts-métrages, des choses comme ça.
Et ma passion, ça a toujours été de raconter des histoires. Donc ça a été via l'écriture de scénarios, via l'écriture de romans, l'écriture de musique de films, l'écriture tu vois, de raconter des histoires, c'est un truc que j'adore. Et il y a un moment où tu te rends compte aussi que le plus simple dans toutes ces façons de raconter des histoires, ça reste finalement la photo, l'air de rien. Et quand j'étais monitrice auto-école, mon papa est décédé. Et ça a été un électrochoc, entre guillemets, dans le sens, la vie est courte. Tu sais, tes parents, c'est tes piliers, c'est indestructible, tu vois, ils mourront jamais. Ben si, en fait. Et c'est vraiment le moment où je me suis dit, fuck it. Tu sais quoi, la vie est courte. Je me débrouillerai. Je trouverai toujours une solution. J'avais repris des études à côté, des études de droit, etc. Je me débrouillerai, ça va bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Et le fait est que je suis une grosse bosseuse aussi, donc ça, c'est certain que ça m'a aidée. Et après, j'ai appris à la dure, quoi. J'ai vraiment... Et c'est ce que je dis en formation, je fais, les gars, toutes les conneries, je les ai faites. Donc, vous allez juste économiser des années d'erreurs et d'essais en travaillant avec moi, parce que tout ce que vous allez penser faire et qui ne va pas fonctionner, je l'ai fait. Donc, on va gagner du temps ensemble. Donc, ça, c'est à la dure. Et c'est pour ça que ça m'a pris 13 ans, peut-être, au lieu de... Aujourd'hui, quelqu'un pourrait le faire en quelques années, 2-3 ans. Et on a des gens qui pop comme ça et qui sont ultra successful très rapidement, parce qu'ils ont cette humilité de se dire, je vais apprendre de l'expérience des autres et se remettre en question. Et j'ai parmi mes clients des gens comme ça, et c'est un bonheur de travailler avec eux, quoi. Ok, merci pour ce partage, ouais, c'est cool. Donc on comprend mieux aussi d'où tu viens et comment t'en es arrivé là. Donc moi j'ai une question pour toi par rapport à tes activités, donc aujourd'hui plutôt sur la partie, on va dire, formation ou enseignement. Je comprends très bien le côté, je sors des sentiers battus, j'arrête la France et je vais un peu à Dubaï et je fais la Côte d'Azur et forcément tu te retrouves avec une clientèle qui est plutôt anglophone, plutôt high ticket sur des beaux mariages ou des choses comme ça. Et donc du coup, tu t'adresses à des Anglais, donc du coup toute ta com doit être en anglais, ton site, etc. Mais par contre, pourquoi avoir choisi de parler qu'en anglais au niveau de la formation? Et d'ailleurs, est-ce que tu as des clients français? Est-ce que ça te bloque pour avoir des clients français ou pas forcément, hein? On peut suivre des programmes en anglais, nous les francophones aussi. Mais du coup, pourquoi tu as fait ce choix-là au niveau plutôt de Coco Spark? C'est très simple. La proportion de francophones par rapport à la proportion d'anglophones dans le monde est aussi simple que ça. Et la deuxième raison est que si tu veux upgrader ta marque dans le high-end ou le luxury, il y a un moment ou un autre où forcément l'anglais va rentrer en ligne de compte. Donc j'ai des gens, des francophones, des français francophones qui ne parlent que français, qui m'écrivent et qui râlent un petit peu en me disant oui, mais pourquoi tu fais pas en français? Je fais, mais pourquoi je devrais le faire en français, en fait? Ouais. Il y a un moment, il y a une certaine logique qui est que si tu veux monter en gamme, tu vas forcément te retrouver avec des clients internationaux. Et l'anglais, ça va juste être une base que tu es censé maîtriser. Si c'est pas encore le cas, apprends, comme on l'a tous fait. Et si c'est vraiment quelque chose que tu veux pas, sache que malheureusement, ça va te limiter à un moment ou un autre dans ton business. Si c'est OK pour toi, tant mieux, mais bon, c'est dommage. Peut-être qu'on peut préciser quel type de business t'accompagne, parce que ce que tu dis là, c'est vrai, et je le comprends et je l'entends, parce que moi-même, je travaille dans l'hôtellerie de luxe et tu vois tout de suite, je vois tout de suite ça. Mais par contre, après, il faut que tu nous dises à peu près avec qui tu bosses, mais tu vois, dans le monde du coaching ou de la formation ou en tout cas du mentorat, on peut très vite payer des gros tickets. Et fait aussi, définis-nous peut-être qu'est-ce qu'un gros ticket, parce que toi, dans un mentorat, on peut vite payer des 10, 15, 20, 30 000 euros d'accompagnement. C'est aussi vu dans le monde francophone, c'est peut-être un peu plus limité, c'est très niché, on n'est pas beaucoup peut-être à avoir des prix tellement high ticket. En tout cas, on les connaît tous, ceux qui font les prix high ticket, parce qu'on se connaît quasi tous. Dans le monde francophone, il y a les Suisses, il y a les Belges et il y a les Canadiens aussi du Québec qui peuvent pratiquer ces prix-là. Mais c'est vrai que ça peut être limité. Mais du coup, est-ce que tu peux préciser avec quel type de business tu as, en fait, que tu formes, que tu accompagnes? Parce que c'est dans le coaching et le mentorat, ça me choque pas d'avoir des prix, tu vois, super high ticket. Mais peut-être que tes clients, eux, ils ont toute une autre cible. Et là, pour le coup, les francophones ne seront pas prêts à payer des prix high ticket. Mais même pas, en fait. Je pense que c'est même pas une histoire de tarif. C'est vraiment plus aussi un choix personnel, peut-être inconscient, qui a par rapport à cette mentalité. Alors attention, je suis vraiment désolée par avance si je froisse quelqu'un, mais cette mentalité très française qui est difficile en tant que quand tu es consultant ou des choses comme ça, ou tu fais du mentoring,
où tu dois un petit peu lutter contre culturellement, on Mais se plaint facilement, etc., honnêtement, tu peux tout dire sur le podcast Success. Ils ont l'habitude. J'ai eu plein d'invités qui vivent ici à Dubaï et tout. Donc, je veux dire, le côté growth mindset, juste à un moment donné, il faut juste s'habituer. Et on sait que les Français, ils n'ont pas un growth mindset inné chez eux. Et que du coup, donc, il n'y a pas de souci à ce que tu le dises. Donc, c'est pas évident de travailler en sachant qu'en plus, il va falloir te battre contre ton client. Alors qu'à la base, on est censé se battre ensemble pour avancer. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose que j'ai voulu me mettre en plus en charge de travail. Peut-être inconsciemment, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu parles par rapport au closing, par exemple, de se battre Je parle en règle générale, quand tu discutes avec eux, tu sens qu'il y a une vraie barrière mentale sur des choses qui disent « Mais non, mais c'est pas possible, jamais quelqu'un... » Si je te le dis, en fait, si je suis là, des choses toutes simples qui sont que quelqu'un qui va remettre continuellement en question tout ce que tu vas lui dire. Et moi, dans ma logique, je me dis, tu m'as payé quand même un peu de sous pour que je partage mon expérience et mon savoir avec toi. Si c'est pour tout remettre en question, me dire, mais ça marche pas dans mon business à moi, mais ça marchera pas avec moi, mais ça, c'est pas moi. En fait, on va dans le mur, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et c'est vrai qu'en travaillant avec une clientèle peut-être plus internationale, inconsciemment, j'ai voulu m'ouvrir à des gens qui ont déjà un état d'esprit qui allait être plus facile à modeler ou plus facile à travailler, mais j'ai des Français dans mes clients et c'est intéressant parce que donc forcément ils parlent anglais puisqu'ils suivent aussi mes vidéos, etc. Et ils ont donc peut-être que c'est inconsciemment linké à ça, mais un état d'esprit très ouvert sur le monde, très dans la remise en question, très humble et prêt à entendre la critique, tu vois, et à comprendre que même si ça fait 20 ans que tu fais ça, peut-être finalement il y a une autre façon de faire qui peut être mieux. Donc c'est... Ouais, peut-être inconsciemment aussi un choix qui va avec, quoi. Mais c'est hyper... faire une introspection en même temps que je découvre des trucs, c'est génial. Mais c'est hyper intéressant que tu le dises comme ça et il n'y a pas de honte à le dire. Tu vois, j'aime bien la façon dont tu le dis cash. Des fois, ils comprennent pas. Ils vont te mettre ils vont te projeter toutes leurs croyances limitantes. Ah ben non, c'est pas possible. Moi, pour te dire, je les connais par cœur. Ce sont mes clientes que j'ai en mentorat qui vont, mais c'est normal. Et moi aussi, je suis passée par le même cheminement. Et parce que je suis passée par le même cheminement, que du coup, je leur explique maintenant. Mais c'est vrai les Français, on va avoir les couches et les couches et les couches au début qui font enlever. Et donc, c'est peut-être plus long que la plupart des gens. Du coup, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu travailles, quels sont les business que tu accompagnes? Non, c'est pas grave. Parce que je m'enflamme. Moi, j'adore ce que je fais. Je suis une vraie passionnée. Donc, tu m'ouvres une porte, je m'engouffre. J'ai vraiment tous les profils et c'est ce que j'adore. Vraiment, aujourd'hui, en mentoring, c'est vraiment... je vais avoir un architecte libanais c'est très intéressant parce qu'il est un peu dans ce profil-là, justement, où là, on a passé 1 heure à faire de la psychologie, en fait, à essayer de lui débloquer vraiment les cases, alors qu'il a un succès incroyable. Les gens viennent chez lui en sachant qu'il va coûter cher. Et pour autant, il a toujours peur. Il est limite à proposer un discount avant que le client nous demande. Donc, on a un vrai travail psy, en fait, un mindset plutôt que psy, à faire. Et c'est super intéressant parce qu'on a l'exemple de ce qu'on voit et la réalité de ce qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas sûr de lui. Je vais avoir un petit peu de gens du mariage, donc quelques wedding planners. J'ai une photographe qui est en train de tout exploser. Je suis tellement heureuse de voir son succès. Elle est incroyable. Élise, si tu nous regardes, coucou. Avec qui je travaille j'ai eu un coach sportif aussi à Beverly Hills. C'était super intéressant de bosser avec lui. J'ai eu aussi, j'aime pas dire j'ai eu, mais j'ai travaillé plutôt là potentiellement avec une fondation aux États-Unis. C'est super intéressant, un projet. J'en dis pas plus parce que pour l'instant c'est pas encore fait, mais justement sur, je vais pas trop en dire, tu vois, mais pour essayer d'amener les élèves issus de familles fortunées à travailler justement dans des fondations, dans des œuvres de charité, des choses comme ça. Donc super intéressant projet, un énorme projet. Ah oui, donc tu fais aussi du B2B. Bien sûr. Tu es intégré en B2B. Et c'est que du B2B en soi. Oui. Mais le coach sportif, on comprend que lui, tu l'accompagnes plus individuellement à retravailler sa cible et son offre pour que ça corresponde aux étiquettes. Donc, du coup, tu travailles en one-one ou tu as un programme collectif au Coco Spark, c'est... Quand tu fais avec tes clients coaching sportif, par exemple, le coach sportif, tu revois tout en one-one avec lui ou tu fais du collectif, de la formation en ligne? J'ai un peu essayé tous les formats, pour être honnête. Ça fait qu'1 an. Ça fait qu'1 an. Il faut remettre l'église au milieu du village. On est encore des bébés, on va dire, dans l'industrie. Mais j'ai essayé plusieurs choses. On a essayé de lancer un club aussi, qui demande finalement énormément de temps à maintenir, tu vois, éveillé, etc. Puis les gens ont leur vie, donc ils n'ont pas que ça à faire que de faire...
maintenir le truc, quoi. Et au final, je suis allée vers ce qui, moi, me faisait vibrer, qui était vraiment, en fait, le one-to-one. Ok. Donc, c'est principalement du mentoring, où on travaille sur 3 mois, avec 2 heures de call par mois, avec l'accès à par WhatsApp, etc., etc. Mais je veux voir mes bébés grandir, quoi. J'ai vraiment Trop bien. cette satisfaction. Je pense que tu vois de quoi je parle, quoi. Quand tu vois ton client avant-après et qui te regarde avec les yeux remplis de bonheur en disant mais merci, quoi. J'ai tellement appris, j'ai tellement gagné de temps. C'est incroyable ce qu'on a accompli ensemble. Tu vois, ce côté-là, Ouais. on a grandi ensemble. Moi, c'est vraiment un truc où c'est là que je m'éclate, quoi. Ouais. Et à partir du moment où donc l'entrepreneur il vient à toi, tu redéfinis la cible, l'offre et tu fixes les nouveaux prix, on va dire, les nouveaux tarifs, une fois que tout le mindset a fait son chemin et qu'on avance sur ce sujet. Je suppose que tu es aussi sur comment on les trouve maintenant, ces fameux high tickets, parce que c'est plus la même cible. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Parce que je suppose qu'ils ont plein de croyances. Comment on les trouve? Où est-ce qu'ils sont, tous ces clients? C'est plus les mêmes. C'est tellement la première question qu'on me pose. Et ouais. Bah oui, mais moi, il n'y en a pas des clients comme ça chez moi. Mais oui, mais où est-ce qu'on les trouve, ces fameux clients? Mais en fait, c'est quand tu as tout qui est bien aligné et qui est cohérent, j'ai presque envie de dire, c'est pas toi qui les trouves, c'est eux qui te trouvent. Ok. Parce que tu auras, je recherche mes mots en français, mais atteint des codes et tu vas être en cohérence avec leur univers à eux. Tu vois, ça va être par exemple, on parlait de Four Seasons, mais des hôtels de luxe ou des choses comme ça, de travailler sur des collaborations avec des hôtels de luxe, donc d'être sur des endroits où ces fameux clients vont être. Et c'est eux qui vont te trouver là où ils ont l'habitude d'aller, où ils ont l'habitude de tourner ou des choses comme ça. Tu vois, ça fait partie des millions de canaux d'acquisition qu'on peut avoir évidemment. Tu vois, les social media, on a tendance à croire que ces gens avec de hauts budgets ne sont pas sur les médias sociaux, c'est totalement faux. C'est des gens qui sont aussi sur les réseaux sociaux, ouais. c'est complètement humain. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne les trouve pas sur les réseaux sociaux. Donc, on va travailler toute notre communication pour que ce soit cohérent avec nos tarifs, avec notre cible, etc. etc. Et on a plein d'autres, le network, on va avoir les collaborations, les influenceurs. Tu as des influenceurs dans le milieu du luxe aussi. Enfin, tu as des millions d'options pour justement aller parler à ces gens et dire on existe, on est là, et attirer leur attention. Et finalement, ils ne se retrouvent pas tant dans ton produit ou ton service, mais plus dans ton expérience. Et je pense que l'immense différence entre un marché soit locaux, soit milieu de gamme, ça va être que encore plus, le client ne va pas acheter ton produit, mais tout ce qui va autour. Ouais. On parle du Birkin, c'est le meilleur exemple pour moi. Tu vois, c'est un sac, le cuir coûte pas si cher. Par contre, le prestige d'en avoir un, c'est quelque chose qui est priceless, quoi. Donc c'est ce sur quoi on va travailler, de créer tout un univers autour, comment dire en français, une rareté, de créer quelque chose qui fait que ça va être exceptionnel de pouvoir travailler avec toi. Et moi, ça, c'est ce que j'adore faire. C'est pour ça que je ne travaille pas avec des débutants, d'ailleurs. Je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas son marché, etc., etc. On va travailler avec quelqu'un qui a déjà un petit peu de recul, au moins 3 ans d'expérience, pour savoir dans quel coin on est, tu vois, dans quel marché on est. Et à partir de là, on va tout retravailler pour passer la marche du dessus. Mais travailler avec quelqu'un from scratch, vraiment de zéro, c'est qui tout double. C'est-à-dire que ça dépend son projet, peut-être. Parce que si tout de suite la cible est du high ticket. C'est ça. Ouais, c'est ça. Soit c'est jackpot, tu as cette personne qui est très ouverte d'esprit, qui accepte d'absorber toutes les informations et d'appliquer bêtement, entre guillemets, et on y va. Mais tu vas avoir aussi, selon son background personnel, Ouais. donc elle n'aura pas l'expérience du terrain, où tu peux avoir encore plus de blocage, parce que dans son quotidien, qui n'est peut-être pas de ce monde-là, elle va complètement oui, mais se tu trouves paniquer, pas que c'est plus facile de quelqu'un from scratch, par exemple, on va dire un artiste qui vend ses tableaux et donc forcément plus à étiquette ou voilà, bref, et il commence et il sait pas comment les vendre, ou un architecte d'intérieur qui tout de suite a une patte différente et tout, que de quelqu'un qui est installé depuis 3 ans, comme l'archi d'intérieur, qui a un certain positionnement, de lui faire totalement changer son positionnement parce qu'il change ses tarifs, il change son branding et tout. Que tu vois, ça fait 3 ans qu'il est comme ça. Enfin, je sais pas trop parce que moi je l'ai vécu aussi. J'ai changé de positionnement l'année dernière, enfin même plutôt début de cette année, avec un mentoring beaucoup plus cher que ce que je faisais avant dans le prix de mes programmes. Et je visais pas forcément la même cible, c'est-à-dire que en fait je visais mes clientes après, donc mes clientes de base, une cible plutôt débutante, mais une cible débutante qui a réussi plus ou moins à faire quelque chose et maintenant elle va aller plus loin. Donc du coup j'ai fait monter niveau 2. Voilà, niveau 2, voilà, c'est ça. Donc moi je l'ai expliqué comme ça entre guillemets, ça a été facile,
Mais parfois, et donc je le vois avec mes clients, parfois c'est dur parce que pendant 3 ans ou 2 ans, elles sont conditionnées avec une seule cible, un seul truc. Enfin, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. En fait, c'est qui tout double, ça dépend de leur background. Si c'est des gens qui sont issus d'un milieu modeste ou dans leur quotidien, ils ont toujours eu à faire attention à leurs dépenses, ça va être très difficile de les faire switcher dans un mindset entrepreneur. C'est-à-dire qu'en plus de devoir, tu vois, quelqu'un qui est déjà entrepreneur depuis plusieurs années, qui sait comment ça se fonctionne, tu dois juste le faire shifter de catégorie. Alors que quelqu'un qui débute, tu dois shifter ton mindset en salarié potentiellement ou entrepreneur et en plus l'emmener dans un milieu qui n'est pas du tout son quotidien potentiellement. Vrai. Donc ça dépend du background, ça dépend à quel point cette personne est malléable, est flexible, ouverte d'esprit. C'est vrai. Tu vois, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on prend le shortcut, tu vois, en disant que ce staff-là, il est déjà fait. Tu sais comment on est un entrepreneur, maintenant on va t'apprendre l'entrepreneuriat dans le monde du haut de gamme et du luxe. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce sujet-là. Je suis en train de réfléchir à mes prochaines questions. En fait, quand tu dis high ticket, c'est quoi high ticket pour toi? Ça peut être 1 000 € pour un tout petit truc, je sais pas moi, un livre, je sais rien. Il y a des livres qui coûtent bien plus cher que 1 000 €. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est quoi? Est-ce que tu mets un minimum? Est-ce que c'est quoi pour toi? High ticket, on va dire que ça va être déjà pas accessible à tout le monde. Je pense que c'est la première chose. Et ça va être où le prix va faire une différence dans la sélection de la clientèle. C'est-à-dire que tu as effectivement les gens qui vont avoir le budget, les gens qui vont pas l'avoir, ou en tout cas qui vont se le donner d'une certaine façon, tu vois. Et où, oui, effectivement, là, on va avoir un prix d'entrée qui va faire le tri, quoi. Donc, je pense que ça peut être un petit peu ça, le high ticket. Mais après, c'est très, très relatif à ton marché, à ce que tu vends. Il y a des trucs, c'est high ticket, tu achètes une carte à jouer, j'en sais rien, à 10 €. Ouh là là, c'est horriblement cher. Tu vois, donc, ça dépend vraiment de ton marché et ton industrie. Après, dans l'industrie du mariage, par exemple, pour ne parler que de ça, c'est très rigolo parce que je vais poser une question, tiens. Pour toi, c'est quoi un photographe de mariage? Le prix standard que, je sais pas, ta cousine a payé pour son mariage, un truc comme ça. Alors, un mariage de luxe ou un mariage normal? Un mariage normal? Oui, dans notre quotidien. Ben, je pense que vu que ça dure à peu près 2 jours, un mariage, et puis après il y a post-prod et tout ça, enfin moi je le valorise toujours en temps de travail. Tu réfléchis trop. Ouais. Pose-toi la question culturellement de ce que tu as vu. Putain, en plus tu es d'un milieu où tu connais un petit peu les prix, donc c'est triché, tu vois. Bah, oui, surtout j'en ai accompagné quelques-unes, mais je dirais minimum. En fait, parce que j'en ai des wedding planners dans mon programme qui sont un peu le pied dedans. Qui sont pas forcément sur du high ticket, sur des gros mariages, quoique j'en ai une qui a fait un mariage à 100 000 là récemment, donc ouais, en fait, faut que tous les budgets coordonnent à la fin, quoi. Je veux dire, faut pas que en fait, on va pas prendre un photographe qui va payer 10 000 € alors que le mariage, il en vaut 30 à la fin. Évidemment. Donc voilà, en fait, je pense que c'est plutôt un ratio. Française, je pense que c'est 2 000, non? Un truc comme ça sur le mariage sur le week-end. On est entre 800 et 1 200 € sur un photographe en j'allais France. dire 2 000, ouais. Et quand tu parles à n'importe qui, pour faire des grandes généralités, psychologiquement, en France, on ne dépensera jamais ou très rarement plus de 2 500, 3 500 € pour son photographe de mariage. Ouais. Même si potentiellement on pourrait, psychologiquement, on a une barrière à ce tarif-là. Nous, on va travailler sur des tarifs à partir de 14 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 € juste pour de la photo de mariage. On va travailler avec des wedding planners qui font des mariages 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Donc, il y a une barrière là à l'entrée qui fait que psychologiquement, si tu n'es pas prête à accepter que oui, il y a des gens qui sont prêts à payer ces prix-là pour de la photo, et ben en fait, tu pourras jamais passer, tu vois, cette marche-là dans ta tête pour ton propre business. Donc c'est quelque chose, pour ça que je te pose cette question, c'est quoi le prix d'un photographe? C'est dans ta tête, c'est 1 200 €. Si je te dis, c'est quoi le prix d'un photographe de luxe? Tu vas me dire 3 500 €. Ben non, on a un photographe qui est extrêmement réputé dans le monde, qui est un Américain, qui prend 150 000 €, 200 000, voire plus par mariage. C'est jamais qu'un photographe de mariage. Donc, c'est que de la valeur perçue. Oui, mais du coup, alors, au-delà de... Tu les aides à travailler leur mindset sur « Ok, vous allez augmenter vos tarifs. » Mais là, ils vont te dire « Oui, mais moi, je suis imposteur parce que mes photos, elles reflètent pas forcément la qualité aussi. Tu vois, ça peut leur... Mais tellement le prix est haut qu'ils se disent « Mais il va falloir que je délivre, que je sois à 100%, 24 heures sur 24, disponible et tout. » Tu vois, ils doivent te sortir tous les trucs du monde. Ouais. En fait, premièrement, plus les clients ont du budget, généralement, moins ils sont chiants.
C'est suis un truc d'accord. de fou. Parce que justement, ils mettent l'argent pour être avec quelqu'un de confiance. Donc à partir de ce moment-là, ils font confiance, quoi. Et c'est parti. Ensuite, on ne fait pas des transitions de fou, quoi. Je ne vais pas passer quelqu'un de 1000 $ à 10 000 ou 20 000 ou 30 000. Là, psychologiquement, ça va rupter. La transition, elle est beaucoup trop violente. Ça va, que ce soit lui de son côté, ou alors on accepte qu'on repart à zéro, quoi, en espérant qu'il n'ait pas déjà une réputation derrière qui soit associée à un tarif un peu bas, tu vois. Donc, on ne va pas non plus y aller comme des ours. La photographe avec qui je suis en train de travailler, on a retravaillé ses prix, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste rajouté 3 000 €, on a retravaillé son tarif horaire, on a recalculé ses coûts qu'elle avait sous-estimés énormément, et à partir de là, on arrive à des tarifs qui, lui, sont 20-30% plus élevés que ce qu'elle avait avant, ce qui lui permet de rentrer sur un autre type de clientèle, sur un autre type de marché, sur un autre type de mariage. Donc tu vois, c'est un petit peu tout qui va être lié ensemble. On part pas en mode... Alors, moi, je pense qu'on va rajouter 2-3 000 € ici, et puis on va voir si ça passe, et puis Inch'Allah, tu vois. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est global, c'est ton positionnement global. Et en fait, c'est là que tu te rends compte, moi ça me fascine, je pourrais en parler pendant des heures, mais que tout est lié. C'est-à-dire que mettre un gros prix, c'est pas comme ça que demain, soudainement, tu vas attirer une clientèle plus aisée ou qui a plus de budget. Retravailler ta communication, mais aussi ton network, ton branding, tes techniques de vente, ton networking, ta productivité, c'est plein de petites choses qui ensemble vont faire monter la marche. Tu peux pas juste monter tes tarifs. Des fois, j'en ai qui me disent ça. Je monte mes tarifs et puis ça se passe bien. Tu vas juste te prendre un mur, en fait. Et je pense qu'il y a une course à être sur ce marché-là aujourd'hui. Course au luxe. Tu vois, tout le monde veut être sur un marché où il y a plus de budget, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais tu en as beaucoup qui se vautrent parce qu'ils augmentent les prix, ça marche pas, et donc ils redescendent. Parce qu'il n'y a rien qui reste qui était cohérent par rapport à ça, tu vois. Donc c'est vraiment un tout qu'il faut aligner. Et c'est pour ça que quand j'ai des questions, oui, mais comment faire? Mais comment tu veux que je t'explique en une phrase? Ouais, c'est clair. Parce que je mets des mois, voire des années à travailler avec certains clients. Ouais. Et oui. Après, il y a aussi le truc que moi, ce que je fais, ce que j'ai fait pour moi et chez mes clientes, c'est que mon tarif est justifié aujourd'hui parce que j'ai plus de place en one-one, en fait. Ça s'appelle le scarcity, la rareté, quoi. Donc c'est du coup, j'étais obligée d'augmenter parce que c'est ce qu'on me demandait presque... Enfin, pas le plus, mais c'est ce qu'on me demandait beaucoup. Et donc, oui, ok, mais ça a un certain coût. Sache que les autres programmes qui ont plus de l'hybride, donc je l'ai fait comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le branding qui va avec ça. Et du coup, c'est mon autre question maintenant. Déjà, comment tu as appris? Parce que en fait, ça fait 1 an que tu as lancé Coco Spark. Avant, tu étais photographe. Donc, je veux bien que tu aies ton expérience, mais toi, comment tu as appris tout le business, en fait? Est-ce que c'est vraiment ton expérience terrain en tant que photographe qui fait que tu as tout noté en mode j'ai tout appris, j'ai tout noté? Est-ce que tu avais pris des mentors? Est-ce que tu t'es dit, ouais, je veux trop retransmettre, je veux être mentor business moi aussi, etc. Parce qu'en fait, c'est pas forcément inné, même si tu l'as fait pour toi, d'augmenter tes tarifs et trouver des clients avec cette cible, de le redonner et le retransmettre avec une vraie méthode, etc. Non, mais complètement, à 1000 fois, d'accord. J'ai investi des fortunes en mentorat, en workshop, en apprentissage en one-to-one, en ce que tu veux. Donc, j'ai énormément appris. C'est pas tombé du ciel, faut pas se leurrer. Je regrette aucun centime de ce que j'ai pu dépenser, même si certaines n'ont pas mené. D'autres ont tellement balancé derrière, tu vois, que ça a fait l'équilibre. Donc j'ai dépensé des fortunes en mentorat, bien sûr. Et surtout, je me suis entourée d'entrepreneurs. Dans le monde du mariage, on a cette chance que tu peux pas être tout seul, en fait. Tu as forcément le DJ, la wedding planner, le catering, le traiteur, le mec de la lumière, etc. Donc déjà, tu pivotes, tu gravites avec des entrepreneurs autour de toi. Généralement, on a tous un peu les mêmes problématiques. Pendant le Covid, j'ai eu soudainement beaucoup de gens qui avaient du temps. C'est, tiens, je referai bien mon website, tiens, je retravaillerai bien ma com. On a que ça à faire, de toute façon. Et complètement spontanément, j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant, tiens, écoute, j'aimerais bien en profiter pour faire un petit one-to-one avec toi, si tu peux un peu m'aider, etc., me donner des conseils. Et ça s'est au départ fait comme ça. Et je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était pas si bête, bizarrement. Et ça avait un impact en face et ça fonctionnait, a priori, quoi. Donc, au fur et à mesure du temps, tu crées une méthode, tu vois, tu crées une logique dans ce que tu fais, un process dans ta formation que tu peux dupliquer en l'adaptant un petit peu, bien sûr. Mais c'est comme ça que tout a commencé, tout simplement. Ah ouais. Tout simplement. Les 40 ans commencent à sonner, vive le Botox. Mais ouais, ça n'a pas été... Et les techniques de vente, donc là, tu parlais tout à l'heure de... T'as dit plein de trucs à la fois, en même temps. Beaucoup de choses. Et on est passé vite dessus. T'as parlé de branding, t'as parlé de networking, donc la com sur les réseaux. Pour toi, c'est vraiment un tout
où il y a des méthodes très spécifiques pour aller trouver des clients high ticket. Parce que, tu vois, influer le luxe et le high ticket en com, ça veut dire quoi en fait? Faut que tout, je sais pas moi, que tout ressemble à, je sais pas, que ton site ressemble à un truc d'agent immobilier de luxe, tu vois, comme on peut s'imaginer, ou s'habiller en noir, blanc, gold, tu vois, or, enfin, c'est ça. Est-ce que c'est ça, tu vois, ou pas forcément? Pour justifier après que quand on va avoir un appel, on va dire, enfin, on va justifier ces tarifs-là, tu vois. Est-ce que ça passe par un branding ultra luxueux ou pas forcément pour toi? Je pense que c'est pas négligeable. Faut Ouais, pas se leurrer non plus. Si tu as un site infâme avec une écriture papyrus, enfin tu vois, et des petites images de banque d'images, jaune et violet. ouais, ça va être un peu compliqué derrière de justifier des tarifs. Mais bon, ce n'est pas impossible, hein. Je veux dire, dans le Ouais. luxe, on a vu des choses bien plus folles que ça. C'est toute une histoire de perceived value. Je me permets une petite anecdote. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo tournée sur les réseaux sociaux qui est, pour moi, c'est gold. C'est justement une étude qu'ils ont fait, un cas social, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, mais ils ont fait une expérience sociale, voilà, où ils ont pris plein de chaussures, mais à 5 balles la chaussure, mais ils ont créé un pop-up store juste le temps d'une soirée et ils ont tout fait la déco comme si c'était vraiment un shop de luxe, quoi, une boutique de luxe de chaussures. Donc chaque chaussure était bien mise en valeur. Oui. Tu l'as vu passer ce Ça truc-là? me parle, Et ils ont ouais. invité plein d'influenceurs, ils ont mis des étiquettes avec du 1000, 2000 dollars par chaussure, etc. Et ça a fonctionné de ouf. Ouais. Alors qu'en fait, les chaussures, c'était du Chine, quoi. Tu vois. Et derrière, moi, cette vidéo, pour moi, ça vaut de l'or. De dire, quel que soit ton produit, quel que soit ton service, Hmm. je dis pas qu'il faut faire de la merde, attention, hein, ça c'est aussi fait partie de mes red flags, les trucs, si je sens qu'en face, on n'est pas aligné là-dessus, ça va pas le faire. Mais l'importance de l'expérience, de la valeur perçue autour de ton produit et de ton service, Hmm. c'est ce qui va pouvoir justifier son tarif. Et je me suis complètement enflammée par rapport à ta question de base qui était est-ce qu'il y a des codes bien précis, différents du mass market, let's say? Oui, évidemment, qui vont faire partie de cette perceived value et qui Ouais. vont, enfin cette valeur perçue et qui vont pouvoir justifier qu'on ait envie de dépenser autant d'argent chez toi. Hmm. Et tu vois, la photo de mariage, c'est un bon exemple, c'est jamais qu'une photo. Ouais. C'est très personnel. Si on aime le style ou on n'aime pas le style, à la fin de la journée, c'est une photo faite avec un appareil photo, avec un humain qui a cliqué dessus. Tu vois. Hmm. Pourquoi est-ce que pour un photographe, tu es prête à payer 1000 balles et encore ça te fait mal? Et pour faire venir le photographe dont je te parlais des États-Unis, tu vas payer 200 000 euros. Ouais. C'est jamais qu'une personne à la fin de l'image qui clique sur un bouton. Tu vois. Donc, Ouais. Mais comment en fait, parce que tu dis tout à l'heure, tu as dit quelque chose, faut aussi qu'ils viennent à toi, ces clients-là. Donc par la com, je peux comprendre. Euh, Par la com, voilà, je peux comprendre. Bam, t'es trouvable sur les réseaux, sur Instagram, où tu fais de la pub ou n'importe. Mais pour les autres techniques, tu vois, quand tu débutes et que tu dois aller les chercher en tout premier et qu'ils viennent pas naturellement à toi, qu'est-ce que tu dis à tes clients en fait pour aller viser cette nouvelle cible, nouvelle clientèle? Parce qu'en plus, c'est peut-être complètement différent de leur milieu à eux. C'est-à-dire qu'ils ne côtoient pas des gens qui en sont prêts à payer de telles sommes. Et donc, du coup, bah, ils peuvent se dire purée, si je dois aller en networking, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu leur dis, en fait, de faire, entre guillemets, pour qu'ils soient trouvables ou en tout cas qu'ils trouvent leur premier client? en fait, c'est simple. Tout est simple, tu vois. C'est ça. Évidemment, voyons, il suffisait de le faire. Euh, Construisons les bases solides, construisons une bonne marque solide avec Ouais. des valeurs propres, avec une image de marque clean qui représente exactement ce que tu veux diffuser au monde, on va dire, le type de clientèle que tu vas attirer, etc. Une fois que ça c'est fait, là seulement tu peux aller networker. J'ai énormément de gens qui veulent aller networker en premier. Je dis mais tu vas arriver devant telle personne qui Mm. représente tel hôtel ou tel service ou etc. La première chose qu'il va te demander c'est ah bah montrez votre Instagram, votre site, votre carte de visite, etc. Il n'y a rien qui est cohérent et tu t'es cramé, c'est fini. Mm. Tu ne pourras plus revenir. Ah, mais j'ai refait mon site, ça y est, vous pouvez regarder. Enfin, on est dans le luxe, tu vois. Non, en fait, ça passe pas. Des choses qui pourraient passer, on va dire, en plus mass market. En luxe, t'as encore moins deux occasions de faire une bonne première impression, tu vois. Donc, nous, on va vraiment travailler ça à fond. Une fois que ça c'est fait, que le discours il est rodé, qu'on a vraiment bien compris le mindset dans lequel on partait, là, on va aller networker. Et le truc, c'est que on a tendance à croire que oui, mais je sais pas où. Pose-toi 2 minutes et pose-toi la question de ton client idéal là qu'on a passé tout ce temps à définir. Il va où? Il va dans quels endroits? Il va dans quel club de golf?
il va dans quel club, le Rothschild, pas le Rothschild, le Rotary Club, le Rothschild, moi ça y est, le Rotary Club, tu vois, il va dans quels endroits, selon la cible que tu as définie. Il y a un truc qui est très intéressant de nos jours, c'est que des clients qui ont du budget, tu en as 100 types différents. Oui, c'est ça. Tu vas avoir, comme on disait, les familles aristocrates, etc., qui vont avoir certaines valeurs, qui vont pas aller n'importe où, qui vont côtoyer un certain environnement, si on peut dire. Tu vas avoir, je parle toujours avec un peu de sourire, des Russes, parce que c'est très cliché, tu vois, mais qui ont peut-être pas les mêmes goûts, qui vont pas aller aux mêmes endroits, qui sont pas dans le même type d'élégance, on va dire. Tu vas avoir cette jeune génération d'entrepreneurs ou d'influenceurs, mais qui, l'air de rien, va brasser beaucoup d'argent et va être très show-off, donc va aimer les choses un petit peu plus exubérantes. Définis ta cible en premier, quoi. Et à partir de là, si tu vas aller miser sur une clientèle aristocrate ou sur une clientèle d'influenceurs fortunés, tu vas pas du tout communiquer et aller aux mêmes endroits et aller les chercher de la même façon. Ouais, alors prenons un exemple concret, étude de cas. On prend, on prend une cible, je sais pas, d'entrepreneurs fortunés qui ont réussi ou qui réussissent tout court leur boîte ou qui ont fait un exit ou je ne sais quoi. Et on veut leur vendre notre service. On veut leur vendre notre... Donc là, tu parlais de golf. Admettons, ils vont au golf. Mais moi, je fais quoi? Je vais apprendre le golf ou je vais au lounge, club, mais je vais faire quoi après? Je vais leur parler? Tu prends une subscription au golf? Ok. Mais bien sûr. Mais en fait, c'est là que nous, on se met des barrières. Ouais, parce que tu me dis ça en rigolant et moi, je te dis évidemment. Okay. Si tu sais que ta target, là on a pris un exemple très très large, tu vois, un peu dessiné quoi, mais si tu sais que ta target elle sera au golf club à Dubaï le mercredi après-midi, tu vas te prendre une subscription au golf club et tous les mercredis après-midi tu vas au golf. Et si tu te sors un petit peu les doigts pour être vulgaire, mais tu vas aller discuter avec les gens, tu vas aller sourire, tu vas aller te renseigner un peu, tu tournes autour, tu restes dans le coin. Il y a un moment forcément les connexions vont se faire, tu vois. C'est des clubs, ça fonctionne comme ça, tu vois. Donc c'est aussi de savoir exactement où, quand, quoi, quand, comment, d'où l'importance, et ça je le répète jamais assez, de se dire c'est qui mon client parfois. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un truc, moi ça me fait un petit peu sourire parce que j'étais la même, enfin tout ça, c'est pour ça que je dis toutes les erreurs, je les ai faites. Hein. De dire moi je veux juste des clients qui ont du budget ou qui... Non, en fait. Faut être très précis. On va se noyer en fait à faire ça, tu vois. Ok, et alors, autre étude de cas, donc on va pas aller au golf club tout de suite, mais on va sur LinkedIn. Okay. On a repéré, donc déjà on n'est pas sur je vise un truc général. J'ai déjà fait un échancrage, je sais qui c'est que je veux viser et je sais qui c'est que je veux comme client. Déjà, ce travail-là, si vous le faites très précisément, c'est déjà très bien, parce que la plupart des gens ne le font pas. Ouais. En tout cas, je sais que je veux tel entrepreneur qui a tant réussi. Comment je fais pour qu'il le lise, mon message? Parce que je sais pas, moi, à quel golf il va, ou je sais pas même pas s'il joue au golf, tu vois. Mais je sais que je veux lui, en tout cas, comme client, au futur client, au partenaire, ou peu importe. Je l'ai sur LinkedIn, il est devant mes yeux. Admettons, on a même connecté, je peux même lui envoyer un message, mais tu vois, comment ne pas passer à la trappe et comment obtenir ce rendez-vous, ce call, ce next step, en fait? En fait, le truc, c'est que bien sûr, il n'y a pas de recette magique, c'est du cas par cas, etc., etc. Mais il y a un petit truc que j'ai remarqué dans tout ce qui est justement comment avoir ce premier contact, parce que j'ai énormément, comme tout le monde, de gens un peu timides, mais comment je fais le premier pas, etc. C'est que dans ton quotidien, analyse ton propre comportement. Je pense que toi, comme moi, comme nous tous, des messages sur LinkedIn de gens qui essayent de nous vendre un truc, on en a 30 par jour. Je réponds même plus, pour être honnête. Je sais que c'est très mal et ça va contre toutes mes valeurs parce que je suis la première à dire la personne a fait l'effort de. Le moindre des choses, c'est de lui répondre, même si c'est merci, bisous. Copier-coller. Oui, je sais, mais j'essaye toujours de me dire je pourrais être la personne de l'autre côté qui a envoyé un message et qui se prend un vent et c'est jamais agréable, tu vois. Donc bon, ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tout ça. Bref. Il y a un petit truc que j'ai remarqué, c'est que les vraies connexions ne sont jamais à travers du business pur. C'est-à-dire dans ce cas de figure, par exemple, quand tu essaies de connecter en frontal comme ça, dans le sens, tu arrives, tu dis bonjour, voilà, je fais ça, je pense que ça pourrait vous être utile, n'hésitez pas à me contacter. À moins qu'en face, t'es vraiment, il semble que quel timing, c'est exactement ce que j'étais en train de chercher en ce moment, donc génial, allons-y. Ce qui peut arriver, hein, on va dire, c'est quelque chose de possible. C'est très difficile d'attirer l'attention de quelqu'un et de lui dire je vais créer un besoin que tu savais pas que tu avais. Ouais, bah et en fait, on va pouvoir travailler ensemble là-dessus. C'est chaud, quoi. Par contre, d'arriver par un biais qui va être différent, qui va être l'humain, c'est là que, personnellement, j'ai souvent réussi à m'ouvrir des portes. Ce qui est, par exemple, trouver des points communs. Alors, je sais que c'est tout bête, je prends toujours mon exemple parce que je suis un cliché ambulant. J'adore les chiens et j'adore les chaussures. S'il y a deux choses dans ma vie
Mon chien et mes chaussures, c'est ma vie. À partir de là, si demain quelqu'un arrive en me disant mon Dieu, j'ai vu des photos de ton chien, je donne la recette là pour me faire harceler, tu vois. Si demain tu me dis j'ai vu des photos de ton chien, regarde où est-ce que tu l'as eu. Enfin, on commence à parler chien, c'est bon, tu me tiens quoi. Et à partir de là, c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec moi. Et après, potentiellement, de dire tiens, au fait, j'ai vu que tu faisais ça. Ouais. Peut-être que je peux t'aider là-dessus. Nanana. Je vais pas couper la conversation Trop au milieu, smart, ouais. alors qu'on est lancé déjà sur un sujet qui à la base me passionne. Je t'ai montré que j'étais sympa. Je vais pas devenir une garce en une seconde en te ghostant. Tu vois, au pire des cas, je vais dire ça m'intéresse pas dans l'immédiat, mais on reste en contact. Mais tu as ouvert une porte en tout cas. Tu vois. Mais tu peux pas du jour au lendemain, ou c'est très rare, je pense, surtout sur les réseaux sociaux comme ça, arriver, boum, vendre un truc, sauf si, comme on disait, le timing, il est parfait. Donc, ça marche à peu près pour tout. C'est surtout sur LinkedIn, les gens, tu as déjà leur nom, tu peux les retrouver sur d'autres réseaux sociaux plus informels, sur Instagram, etc. D'aller un petit peu voir ce qu'ils font dans leur vie ou leur passion, ce qu'ils aiment, etc. Te trouver des points communs. Et c'est une porte d'entrée, je trouve, qui est plus facile à ouvrir que de les attaquer en frontal sur j'ai un truc à te vendre. Quoi. Après, ça marche pas à tous les coups, bien sûr. Tu peux passer pour une psychopathe, mais il faut le faire subtilement. Mais je pense que c'est aller sur l'humain. Et on aime travailler avec les gens qu'on apprécie et avec qui on a des valeurs en commun. Donc, c'est peut-être plus facile derrière d'arriver en disant tiens, au fait, il se trouve que j'ai peut-être la possibilité de régler l'un de tes problèmes. Trop intéressant. Trop intéressant. Dans tous les cas, il faut tester. Ouais. Enfin, moi, tu vois, j'en ai fait un peu mon expertise aussi sur oser se vendre, oser se pitcher. Et donc, je sais pas si tu sais, le setting, tu connais forcément. En tout cas, comment faire qu'un message soit lu. Et en fait, c'est aussi de tester tous les formats. C'est à un moment donné, si le frontal, ne marche pas, bah, teste l'humain. Si l'humain ne marche pas, teste offrir un cadeau, Complètement. etc. Complètement. Moi, je sais que par exemple, le podcast, c'est super pour le réseau et généralement, je peux passer par ça pour dire hey, est-ce que tu voudrais bien être. Parce que du coup, si je veux une cible d'entrepreneurs fortunés, entre guillemets, voilà. On a fait le tour, je pense, de cet épisode. Enfin, tu nous as partagé plein de choses. C'était vraiment incroyable. Juste, dis-nous en plus sur ta méthode, sur comment on peut travailler avec toi. Et je termine toujours le podcast par une citation qui t'inspire, un mantra. Alors, si tu l'as en anglais, tant mieux. Et en français. Voilà, en français. Vas-y. Écoute, pour travailler avec nous, c'est plutôt simple. On a deux façons de faire. On a soit un cours en ligne directement, donc tu l'achètes simplement, tu le regardes à ton rythme. Je sais que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime énormément et j'achète énormément de cours en ligne moi-même parce que je peux le faire vraiment au rythme qui est le mien. Donc ça, c'est ma façon de faire et je voulais aussi donner cette possibilité-là aux gens. C'est un petit peu plus budget-friendly aussi pour ceux qui potentiellement vous regardent un peu le portefeuille. Et la deuxième façon, c'est le 3 Months to Luxury. Je peux parler en français pendant la formation et pendant le mentoring, qui permet d'avoir ces 2 calls par mois avec l'accès WhatsApp. Et c'est vraiment très intensif. Généralement, on continue, c'est pas que 3 mois, on va dire que c'est le minimum. On continue derrière pour continuer à se challenger et continuer à avancer. Mais c'est très intensif. Et puis, je pense que tu as cerné un petit peu le personnage. J'ai pas trop la langue de bois. Donc, on sait généralement très vite ce que je pense et on gagne du temps à éviter de... Je suis pas là pour... je veux pas froisser ton ego, mais tu comprends que non. C'est bon, on n'a pas que ça à faire. On n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, on avance. Et donc, voilà, on peut me trouver sur absolument tous les réseaux sociaux et sur le website, bien sûr, madicristina.com/cocospark. Voilà. Et pour la citation, je pense que c'est une citation qui guide ma vie chaque jour. Donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, de changer ce qui peut l'être et de savoir la sagesse de connaître la différence entre les deux. Waouh, ok. Ça guide ma vie, ça veut dire que ça m'évite de m'énerver sur des trucs que je peux pas changer, parce que de toute façon, c'est fait. De se donner la force de les choses sur lesquelles je peux avoir un impact, de le faire, et surtout de savoir la différence entre les deux. Je pensais même me le faire tatouer tellement ce mantra est fort pour moi. Parce que derrière mes grands airs, j'ai plein de tatouages. C'est vrai? Ouais. Enfin, pas plein, mais j'en ai. Incroyable. Une grosse rebelle, en fait. C'est les dernières secondes de l'épisode, tu casses toute l'image de marque. Allez, c'est parti. Mais comme quoi, tout est possible. Tu as des tatoueurs de luxe qui te font payer une fortune pour leur tatou, tu vois. Donc, c'est drôle, c'est incroyable. Ok, et toi, juste, je t'ai pas posé une question. Non, j'ai pas de tatouage. Je t'ai pas posé une question. Ça fait pourquoi t'es venue à Dubaï? Ah oui, t'es venue à Dubaï pour le côté photographe avec les mariages. Et pourquoi t'es restée? Est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes ici? Et qu'est-ce qui te fait rester, en fait, au final? Qu'est-ce qui te fait rester? Après, peut-être une famille, j'en sais rien. Non, même pas, mais c'est la seconde où j'ai posé le pied à Dubaï il y a 7 ans.
Et je me suis dit, oh, les gens, ils vont aussi vite que moi. Tu sais, dans ta tête, tu sais, quand tu as l'impression de devoir ramer et de porter les gens sur tes épaules pour que ça aille vite, pour qu'on avance, t'attends des réponses, ça vient pas, ça rend fou. Ici, soudainement, je me retrouvais entourée de gens qui, oh, ça y est, ça bouge, il se passe des choses, on avance vite, on va tous dans la même direction, on est tous là pour le growth, tu vois. Et cet état d'esprit-là, moi, ça me nourrit, quoi. Et là, j'ai passé tout l'été en France, et à un moment, je commençais à parler aux arbres, j'en pouvais plus. J'ai dit, il est vraiment temps de... Mais vraiment, quoi. Et ma maison, en plus, elle est au milieu de nulle part. Il était vraiment temps de revenir. Et depuis que je suis là, tu vois, l'énergie, elle explose, le business explose. C'est un terreau ultra fertile pour entrepreneurs. On est d'accord. Trop bien. Merci. Merci à toi. Un immense merci à toi. J'ai appris plein de choses en parlant. C'est hallucinant. Avec plaisir. Tu pourras revenir pour une prochaine thérapie si tu veux. Ça, tu as un super pouvoir, honnêtement. C'est incroyable. Merci 1000 fois. Quoi. Avec plaisir. Et puis à très vite. Oui.